Washington et Téhéran multiplient leurs efforts afin de parvenir à un accord final visant à mettre fin à la guerre après des avancées enregistrées lors des dernières négociations indirectes. Il faut dire que des responsables américains évoquent un progrès significatif, tandis que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a parlé d'une bonne nouvelle concernant les discussions en cours. Voyons les détails dans ce compte rendu. Washington et Téhéran multiplient les efforts pour parvenir à un accord final visant à mettre fin à la guerre après des avancées enregistrées lors des dernières négociations indirectes. Des responsables américains évoquent un progrès significatif, tandis que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a parlé d'une bonne nouvelle concernant les discussions en cours. Les deux parties travaillent sur une formule de compromis comprenant une prolongation du cessez-le-feu, des garanties pour la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz et une reprise des discussions approfondies sur le programme nucléaire iranien. Des divergences persistent toutefois sur plusieurs dossiers sensibles, notamment l'enrichissement de l'uranium, le sort des avoirs iraniens gelés et le calendrier de la levée des sanctions américaines. D'après des sources proches des négociations, l'accord envisagé pourrait prendre la forme d'un arrangement temporaire, ouvrant la voie à une entente plus large dans les prochains mois. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe du ministre des Affaires étrangères auprès du ministère des Affaires étrangères. Madame l'ambassadrice, bonjour et bienvenue avec nous. Merci, bonjour et bonne fête. Bonne fête à vous, madame. En fait, les relations entre Washington et Téhéran témoignent de grands efforts visant à mettre terme à la guerre. À votre avis, qu'est-ce qui a incité les deux parties à revenir à la table des négociations? Tout d'abord, les deux parties ont bien réalisé que la guerre n'est pas le seul moyen, ce n'est pas le moyen qui pourrait réaliser les buts des deux parties. Ils ont commencé une guerre de part et d'autre, disons que ce qui a commencé, c'est les États-Unis d'Amérique, ainsi appuyés par Israël, et qui ont commencé par bombarder, par attaquer les différentes facilités et sites stratégiques de l'Iran, qui a répondu par des attaques sur Israël elle-même, mais aussi sur ce que les Iraniens appellent les sites stratégiques et les bases américaines dans les pays du Golfe, ce qui a créé une situation de grande tension, une situation aussi de refus tout d'abord de discuter de part et d'autre, mais petit à petit et avec la pénurie de l'énergie, avec la pression internationale à cause de la situation économique extrêmement difficile, où non seulement la région est tentée, mais aussi l'Europe et aussi même les États-Unis d'Amérique, le prix de la guerre, que ce soit sur effectifs humains ou équipements ou des milliers de dollars qui sont perdus tous les jours, le fait, la structure du Hormuz, mais aussi même les difficultés de transport international
de l'Asie jusqu'en Amérique ou en Europe, les problèmes qu'ont créés des conflits en appui pour l'Iran et qui ont fermé Bab el-Mandeb et causé aussi une baisse des transports, du taux de transport à travers le canal de Suez. Disons, tous ces facteurs-là ont fait que les deux côtés ont bien réalisé que la guerre n'est pas le moyen, mais que ce sont les négociations, les voies diplomatiques, la médiation. Et là, nous avons vu plusieurs initiatives, l'une après l'autre, jusqu'à ce que le Pakistan avait lancé son initiative conjointe avec la Chine, mais qui s'est développée en une grande médiation appuyée surtout par les quatre, donc l'Égypte, l'Arabie Saoudite et la Turquie, et qui se déroule depuis plusieurs semaines comme nous l'avions vu. Donc c'est les pressions économiques, le coût de la guerre, les pertes d'effectifs et le fait que la guerre, que les moyens militaires n'ont pas pu arriver à un résultat tout à fait clair et tranchant. Madame l'ambassadrice, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a parlé, entre guillemets, d'une bonne nouvelle concernant les discussions en cours. À votre avis, est-ce qu'on est face vraiment à une issue tranchante et une fin de la guerre? Je crois que ce dont il parle, c'est pas très clair, puisque les déclarations américaines changent presque tout le temps. Et les sources américaines ne sont pas toujours sur la même ligne de réflexion ou de déclaration. La même chose aussi du côté iranien, qui à un certain moment dit, bon, on est en chemin pour, disons, une reprise des négociations. Il faut que nous fassions la différence entre des termes, une feuille de route qui permet de reprendre les négociations et les négociations elles-mêmes. La feuille de route qui, je crois, est le résultat et la bonne nouvelle dont parle M. Rubio, c'est la décision de part et d'autre de reprendre les négociations. Quels sont les points ou quel sera l'agenda des négociations, quel sujet on va discuter ou négocier, quelles sont les priorités de part et d'autre, et puis quelles seront les priorités des sujets qui vont être discutés. Est-ce qu'on va commencer? Ce qui est certain, c'est qu'il y a un cessez-le-feu. Mais comment ce cessez-le-feu, qui est à tout moment fragile à cause des actes de part et d'autre, ce cessez-le-feu, tout d'abord, doit se transformer en une situation permanente, donc de non-agression de part et d'autre. Et puis, il faut savoir définir qu'est-ce qu'on va faire. Des deux parties, il y a des considérations économiques, donc le transport, l'énergie, la liberté de passage maritime dans le Golfe en général, mais particulièrement dans les détroits d'Ormuz. Il y a aussi certainement le dossier nucléaire et est-ce qu'il sera sur la table dès le début où il viendra dans d'autres étapes, d'autres stages. Il y a la partie sanction, au
aussi qui est très importante pour l'Iran pour pour que ce pays, cet État, puisse reprendre une vie presque normale. Il y a la liberté de lâcher les atouts iraniens qui sont bloqués non seulement aux États-Unis mais partout en Europe. Est-ce que l'Iran aura la liberté aussi de vendre son pétrole et son gaz? Tout cela doit être clarifié, déblayé, et il faut qu'ils se mettent d'accord. Est-ce que ces sujets seront discutés, mais et dans quel ordre? Et il y a aussi la compensation, puisque l'Iran demande de grandes compensations pour les années et pour les sommes d'argent et puis les atouts qui ont été sanctionnés au fil des années. Madame l'ambassadrice, à votre avis, est-ce que ces accords pourraient inclure aussi la sécurité du Golfe, la manière dont les relations seront façonnées avec les pays du Golfe, et est-ce que ceci aussi pourrait se répercuter sur le Liban du Sud? Il faut séparer le dossier du Liban du Sud, donc le dossier qui concerne et qui touche Israël et sa perception de sécurité, tout ce qui concerne la liberté du Liban, l'indépendance de son autodétermination, Hezbollah, les Houthis. Il faut séparer ça de la question, au moins dans les premières étapes, de la question de la sécurité du Golfe. La sécurité du Golfe est un problème, disons, global, particulier à cette région, et toutes les parties concernées devraient participer à la construction d'une nouvelle structure sécuritaire dans cette région. Donc, vous ne pouvez pas parler de sécurité du Golfe sans que vous ayez tout d'abord tous les pays du Golfe, tels les pays donc les pays arabes du Golfe, l'Irak devait être là, et disons par proxy ou en addition de prendre aussi ce que pense l'Égypte, ce que pense la Turquie, ce que pense la Syrie. Vous ne pouvez pas avoir une structure sécuritaire dans le Golfe sans que ce soit un exercice multilatéral de tous les pays concernés. Et là, il y aura aussi, l'Europe sera intéressée et les États-Unis d'Amérique certainement. Mais en ce qui concerne la sécurité du Liban, là aussi, le Liban tout d'abord, mais aussi Israël a un intérêt à être dans ce dossier, surtout avec sa perception de sécurité en ce qui concerne le Liban, donc en ce qui concerne ses frontières du Nord. Et aussi, n'oublions pas, nous avons là des forces de paix, de maintien de la paix dépendant des Nations Unies. Il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on va en faire. La rentrée des armes au Liban, le passage des armes au Liban, le commerce des armes, comment on va l'arrêter. Donc là, c'est tout un grand dossier, bien que lié par
les événements à la guerre iranienne contre les États-Unis et Israël, mais aussi c'est tout un dossier qui est complètement un dossier pour son propre compte, ou aussi le facteur palestinien, le facteur de sécurité syrienne, entre autres. La Jordanie. À votre avis, pourquoi est-ce que Israël n'est pas présente à cette table de négociation? Est-ce que Washington cherche quand même à jouer un certain jeu politique avant les élections, par exemple? Les élections, les politiques, en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, ont toujours une composante israélienne, que ce soit les lobbies pro-Israël à l'intérieur des États-Unis d'Amérique ou des consultations continues entre le président américain et le Premier ministre israélien, et le président américain n'a pas caché que tout de suite après les consultations au bout du fil qu'il a eu avec plusieurs chefs d'État et de présidents des partis concernés, y compris notre président, son Excellence El-Sisi, par téléphone il y a 2 jours, il n'a pas nié, il a même dit lui-même qu'il avait aussi informé et parlé et eu une conversation avec le Premier ministre israélien. Donc, il y a toujours une composante israélienne dans toutes les actions américaines, même si ce n'est pas une présence physique claire dans les négociations. Donc, il n'y a pas des Israéliens dans les équipes de négociation. Ils sont toujours là, ils sont consultés et leur point de vue est toujours pris en considération de la part américaine. Et à votre avis, quel est le rôle que pourraient jouer les médiateurs, tels le Pakistan par exemple? Il le joue, madame, il le joue, il le joue tout le temps. Et c'est à travers eux que tout passe. Vous avez bien, les téléspectateurs ont bien remarqué le nombre de visites, de va-et-vient de M. Hassan Mounir, qui est le ministre de Défense pakistanais, et aussi le ministre de l'Intérieur pakistanais, qui est allé plusieurs fois à Téhéran pendant les derniers jours, parfois presque tous les jours. C'était un mouvement de va-et-vient continu, parce que c'est vraiment, il faut l'admettre, c'est le Pakistan qui a pris en charge, disons, ce rôle de messager, de médiateur et de facilitateur pendant les dernières semaines. Certainement que le Pakistan consultait avec les partis concernés. Nous avons eu une réunion à Islamabad où a participé l'Égypte à travers son ministre des Affaires étrangères, et où ont participé l'Arabie Saoudite et la Turquie. Les appels téléphoniques et de consultation entre les quatre continuent tout le temps, mais c'est le Pakistan, disons, qui fait le mouvement, qui porte les messages, qui après les consultations essaye de porter des améliorations aux différents éléments d'un accord possible pour lancer les vraies négociations.
Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, vous êtes l'ancienne ministre adjointe auprès des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous. À tout de suite.